Bonsoir à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la multicollinéarité. Donc, nous sommes donc dans le chapitre 3.3. Donc, on va considérer comme précédemment un modèle de régression linéaire multiple. Donc, où nous avons y qui est le vecteur de la variable endogène, x la matrice des variables explicatives, b le vecteur des paramètres et u le vecteur des termes d'erreur. Donc, b donc c'est le vecteur des paramètres, donc qui est estimé par les moindres carrés ordinaires. Donc afin de pouvoir estimer la matrice des paramètres, nous avons besoin que x soit de plein rang. Donc c'est-à-dire qu'il n'existe aucune relation linéaire exacte entre les différentes colonnes. Donc et lorsque cette hypothèse est violée, donc on est dans une situation de multicollinarité parfaite. En fait, dans la pratique, cette hypothèse est relativement simple ce problème est relativement simple à résoudre parce qu'il résulte d'un mauvais traitement des données. En fait, vous êtes davantage confronté dans la réalité à une situation de multicollinarité presque parfaite. Donc, c'est-à-dire que les variables se trouvent liées par une relation linéaire, pas parfaite, mais quand même forte. Donc, nous allons voir en fait les conséquences de cette multicollinarité, comment nous pouvons la détecter et que pouvons-nous faire en présence de multicollinarité. Donc la multicollinarité parfaite a deux conséquences importantes. Donc nous allons avoir une instabilité des paramètres estimés et il y aura également un problème au niveau de la matrice de variance-covariance des paramètres estimés. Donc étant donné que la matrice de variance-covariance des paramètres estimés et fausse, donc lorsque vous allez mener vos tests de student, vous allez avoir des conclusions qui vont s'avérer erronées à cause de la présence de multicollinarité. Donc nous allons maintenant voir plus précisément l'impact de la multicollinarité sur la précision des paramètres estimés. Donc vous savez, vous l'avez vu dans vos cours d'économétrie, que la variance de l'estimateur d'MCO, donc la variance de bêta, c'est sigma u, x', x moins 1, ou sigma u, c'est la variance du terme d'erreur. Et donc on peut montrer que la variance de bêta chapeau j, donc du jm paramètre d'MCO, c'est sigma carré u divisé par n fois la variance de la variable xj fois 1 sur 1 moins le r carré j. Ok. Et cette variance, vous pouvez la calculer pour vos k variables explicatives. Donc xj, c'est la jm variable, et r2k, donc c'est le coefficient de détermination de la régression de xj sur une constante et les autres variables explicatives du modèle. Donc en gros, si vous voulez, si vous avez une variable x et une variable y, vous avez R2 de x, c'est la régression de x sur y, et si vous avez R de y, c'est la régression de y sur x plus une constante. Donc en gros, si votre coefficient de détermination R2K est élevé, ça veut dire que vos variables explicatives expliquent bien donc la JM, enfin la KM, la JM, excusez-moi, variable explicative. Donc à ce moment-là, vous avez un R carré qui va être très proche de 1, et comme le R carré est très proche de 1, ça va influencer ce ratio-là. Donc à savoir 1 moins RJ au carré, donc ça va vous donner une quantité très élevée ici. Vous voyez donc que cela va se traduire par le fait que la variance de bêta chapeau J va tendre vers l'infini. Donc ce qui montre qu'en fait le paramètre bêta J est estimé avec très peu de précision, donc ce qui va vous donner très peu de crédit à tout exercice d'inférence statistique qui implique l'utilisation de la variance de bêta J. La question que vous pouvez maintenant vous poser est la suivante: comment peut-on diagnostiquer la multicollinarité? Nous allons voir trois outils de diagnostic différents. Donc le premier outil de diagnostic est le facteur d'influence de la variance, ou le VIF. Donc à l'aide de l'équation 3, donc c'est-à-dire cette équation-là, d'accord, on peut calculer le VIF en fait. Donc le VIF, c'est tout simplement, donc le VIF associé à une variable explicative j, c'est 1 moins sur 1 moins le r carré j. Donc sur le r carré d'une régression, vous régressez la variable explicative xj sur les autres variables explicatives. Donc plus le VIF est élevé, donc ça voudra dire que
Pour une variable explicative donnée, vous êtes dans une situation de multicollinarité. Pourquoi? Parce que ça veut dire que votre variable explicative est beaucoup expliquée par l'ensemble des autres variables explicatives. Donc cela implique en fait que votre vif va être élevé. Donc ça va être un signe pour la présence de multicollinarité. Donc il n'y a pas vraiment de règle à proprement établie concernant le vif, mais vous pouvez avoir des seuils que vous pouvez considérer, donc nous verrons ça dans l'application, qui vont vous indiquer qu'il y a un soupçon de multicollinarité. Le second outil de diagnostic est donc les statistiques de conditionnement. Donc on va utiliser les statistiques de conditionnement pour détecter la multicollinarité. Donc pour ce faire, on va utiliser une matrice R, donc qui est en fait la matrice X' normalisée, donc de telle sorte que ces éléments diagonaux soient égaux à 1. Ensuite, nous avons les valeurs propres de la matrice R, donc qu'on note lambda 1, lambda 2, lambda k, donc les k valeurs propres de la matrice R. Et donc ce que nous allons calculer, ce sont des indices de conditionnement. Donc l'indice de conditionnement pour la variable, donc l'indice de conditionnement J, excusez-moi, c'est la racine carrée entre la lambda 1, donc cette valeur propre là, et lambda J. Et donc vous faites ça pour les k valeurs propres de votre matrice R. Et après, vous pouvez également calculer le nombre de conditionnements, donc condition number, donc qui est en fait égal à l'indice de conditionnement d'ordre K. Donc vous avez conditionnement d'ordre K. Donc vous pouvez réussir à inférer donc sur la présence de multicollinarité à l'aide des statistiques de conditionnement. Alors, dans le cas idéal où il n'y a pas de liaison linéaire entre vos différentes variables explicatives, donc toutes les valeurs propres seront euh, égales, donc les valeurs propres de x' normalisées, d'accord, de telle sorte que les éléments diagonaux soient égaux à 1. Donc dans ce cas-là, si toutes vos valeurs propres sont égales à 1, vous allez avoir tout simplement CIJ qui vaut 1. Donc dans ce cas-là, vous n'avez aucun souci. Vous êtes en présence d'une absence totale de collinarité entre vos différents variables. Alors dans l'autre cas, donc dans le cas opposé où la matrice X n'est pas de plein rang, les valeurs de lambda J vont être très faibles. Donc parce que vous devez vous souvenir que le déterminant d'une matrice c'est le produit des valeurs propres. Et donc une matrice ne sera pas de plein rang si le produit de ses valeurs propres, enfin une matrice n'est pas de plein rang si son déterminant est nul. Donc si vous faites le produit de valeur propre, à un moment, vous allez avoir une valeur propre qui va être nulle, voire très faible, si vous avez une matrice qui n'est pas inversible ou qui est singulière. Donc dans ce cas-là, vous avez un indice de conditionnement qui va tendre vers l'infini. En gros, si vous voulez, quand vous allez avoir de la collinarité, donc parfaite ou très très forte, ok, presque parfaite, vous allez avoir un lambda J super faible. Donc vous allez faire un lambda 1 divisé par un lambda J très faible, donc vous allez avoir une quantité très élevée. Donc c'est-à-dire que la quantité, le condition index va tendre vers l'infini. Donc en fait, autrement dit en français, lorsque vous avez des valeurs élevées pour les statistiques de conditionnement, cela correspond à un fort soupçon de présence de multicollinarité. Ok? Et donc nous avons BKW, donc Belsley, Q et Welch, qui proposent une règle de décision pour identifier la multicollinarité à partir des statistiques de conditionnement. Donc ils nous disent qu'il y a une faible liaison entre les régresseurs lorsque les statistiques de conditionnement sont comprises entre 5 et 10. Donc lorsque vous avez des valeurs intermédiaires des statistiques de conditionnement, donc c'est-à-dire entre 10 et 30, cela peut correspondre à des situations de multicollinarité, mais pas toujours. Et nous avons également des liaisons modérées ou fortes pour des valeurs supérieures à 30. Maintenant que vous avez vu deux façons de détecter l'éventuelle présence de multicollinarité, vous pouvez vous demander mais quelles sont les variables à l'origine de la multicollinarité. Donc pour répondre à cette question, nous allons utiliser la proportion de variance. D'accord? Donc c'est ce qui est expliqué dans le point 2.3. Donc on va commencer par faire un rappel sur la décomposition spectrale de la matrice R.
Donc la matrice R, donc qui je vous rappelle c'est la matrice X' normalisée. Donc vous avez sur la diagonale donc les valeurs propres et vous la multipliez par la transposée de la matrice V. Donc en fait ce qu'on voit c'est que la variance de l'estimateur du paramètre βj est une somme de k composantes, chacune associée à une valeur propre lambda s de la matrice R. D'accord? Et donc ce qui est important, c'est qu'en gros la variance de βj, donc c'est une somme de k composantes, d'accord? Donc k composantes car j'ai k variables explicatives, et à chacune de ces composantes est associée une valeur propre, lambda s, donc de la matrice R. Et donc ce qui est intéressant, c'est que on peut voir dans quelle proportion chaque valeur propre contribue à la variance du paramètre βj. Donc c'est ce qu'on note πsj. D'accord? Donc πsj, ce sont des proportions de variance qu'on veut utiliser afin d'identifier les variables à l'origine de la multicollinarité. En gros, pour identifier, pour conclure qu'une variable est à l'origine de la collinarité, donc on suppose une valeur propre lambda s, donc qui correspond à un indice de conditionnement CIS élevé. Donc ce qui correspond à un indice de conditionnement donc CIS élevé. Ensuite, s'il y a aussi deux variables pour lesquelles les proportions de variance sont supérieures à 0,5, en gros plus de 50% de la variance du paramètre βj est expliquée par donc la valeur propre lambda s, on va dire que ces variables sont à l'origine d'une situation de multicollinéarité. Et une fois que vous avez conclu à la présence de multicollinéarité, il faut que vous apportiez des solutions. Donc en gros, pour résumer, vous avez deux outils de diagnostic, donc le VIF, donc le facteur d'influence de la variance. Vous avez les statistiques de conditionnement, donc en fonction des valeurs des statistiques de conditionnement, vous allez réussir à voir quelles sont les variables, enfin, vous allez réussir à vous prononcer sur la présence de multicollinarité. Ensuite, vous avez une autre façon d'identifier les variables en elles-mêmes qui sont à l'origine de la multicollinarité. Et une fois que vous êtes en présence de multicollinarité, vous devez chercher à résoudre ce problème, car comme vous l'avez vu, le problème de la multicollinarité est important, car il va se caractériser par une imprécision dans nos estimations des paramètres et également une imprécision en ce qui concerne la variance des paramètres. Donc il y a différentes solutions qui s'offrent à vous. Donc vous pouvez rajouter des informations supplémentaires dans la base de données. Donc soit rajouter des individus supplémentaires afin de casser la collinarité ou rajouter des variables. Parce qu'en fait cela va vous permettre de modifier la structure de votre matrice R. Donc de la matrice X' normalisée. Donc ça va changer les valeurs propres et ça peut vous permettre de réduire la collinarité entre vos différentes variables. Ensuite, vous pouvez tout simplement exclure les variables qui sont à l'origine de la multicollinarité, de telle sorte que vous allez réussir à casser la collinarité entre vos différentes variables explicatives. Ensuite, étant donné que vous avez des variables qui sont collinaires, donc c'est-à-dire qu'elles partagent en fait entre elles une information commune. Donc ce que vous pouvez faire, c'est faire ce qu'on appelle une analyse en composantes principales. Donc en fait, vous allez résumer l'information contenue dans deux variables, par exemple, ou plusieurs variables, en une seule variable. Comme ça, de telle sorte que vous allez inclure cette seule variable dans votre régression. Donc en gros, c'est ce qui est écrit. Vous allez faire une régression vous allez appliquer les MCO non pas sur les variables explicatives en elles-mêmes, mais sur les facteurs ou axes, donc les plus importants, issus d'une analyse en composantes principales. Bon, après, il y a une méthode un peu plus élaborée. Vous pouvez faire ce qu'on appelle une ridge regression. Donc, vous allez obtenir des estimateurs biaisés. Donc, vous savez qu'en moyenne, en moyenne, l'estimateur que vous obtenez n'est pas égal à la vraie valeur du paramètre, mais vous allez gagner en précision parce que grâce à la ridge regression, vous allez donc avoir des estimateurs qui sont de variance plus faible. En fait, ces différentes solutions, elles sont facilement implémentables sous Python.
Donc, c'est ce qui clôt donc la vidéo 3.3, donc la vidéo du chapitre de cours 3.3. Dans une prochaine vidéo, nous allons mettre en pratique tout ce que nous avons vu ici. Donc, si ce n'est pas encore tout à fait clair, normalement, l'application permettra de jeter la lumière sur ce qui n'était pas clair. Donc, je vous remercie pour votre attention et rendez-vous dans la vidéo de l'application 1.